que nous, les Oubanguiens, devenus centrafricains plus tard, on était un peuple à part, particulièrement sympathique, accueillant, pacifique, non raciste, pas xénophobe, qu'on parlait une seule langue, et cette seule langue-là suffisait à sceller l'amitié et la fraternité. On n'a pas utilisé le sango comme un outil de construction du développement, on l'a utilisé uniquement comme une langue vernaculaire pour communiquer. Et on n'a pas vu s'accumuler un certain nombre de frustrations qui naissaient chez les gens, dans le peuple, et qui a grandi petit à petit, et qui a installé un certain nombre de différends entre nous, que nous refusions simplement de percevoir, parce que nous avons refusé de nous construire, de construire une nation. On n'a pas refusé, mais on ne nous a pas conduit à construire cette nation-là. Moi, quand j'ai fait mon école primaire, j'ai fait mon lycée, et que je suis venu en France en 1969 pour faire des études supérieures, je voyais à côté de moi beaucoup de jeunes de mon âge qui espéraient un jour devenir des cadres compétents dans le pays et ensemble changer notre manière de vivre, apporter à ceux qui n'avaient pas pu faire des études la lumière dont ils avaient besoin pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Les caractéristiques que je viens de citer tout à l'heure des Centrafricains est toujours présent en nous. Je ne dis pas le contraire. Le Centrafricain, à mon avis, est toujours sympathique. Il est toujours accueillant. Il est toujours plus ou moins pas xénophobe. Mais les événements aujourd'hui qui traversent le pays ont fait naître en nous un certain nombre de doutes. Parce que quand on voit les violences qui se développent, on se dit, est-ce que c'est les anti-Balaka, ou c'est les cas centrafricains sont vraiment centrafricains? Parce qu'il est très difficile d'en donner la démonstration. Il y a tellement longtemps que la carte d'identité a été négligée que quand vous allez en Centrafrique, c'est un pays poreux. N'importe qui entre et sort. Vous allez au sud, vers Mokuba, que je connais bien, nos amis du Congo démocratique qui traversent, qui s'installent, ils repartent. Personne ne leur demande jamais s'ils ont le droit de séjourner là, s'ils ont une obligation au titre de séjour, s'ils payent des impôts, s'ils participent à la vie sociale du village où ils sont, non. Tout le monde vient, rentre, sort et fait ce qu'il a envie de faire. Bref, moi quand j'ai vécu en Oubangui-Charlie, moi je n'ai eu que des bons moments. On était dans des villages où il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de centre culturel, etc., etc. Mais tout le monde se connaissait. Les jeunes gens du même âge jouaient ensemble, les parents se donnaient un coup de main dans les travaux champêtres. On faisait des grandes fêtes, notamment le 14 juillet, lorsque la France fêtait le 14 juillet, c'était la grande féerie. Il y avait une colonie de musulmans, essentiellement composée de Maliens d'origine, qui étaient là, et qui régulièrement, pendant les fêtes du Ramadan ou les mariages de leurs enfants, nous offraient des grandes fêtes multicolores, avec des chevaux bien scellés, et tout le monde chantait, dansait. On était très fraternels. C'est quand l'indépendance est arrivée, l'année veille de l'indépendance, qu'on a vu dans Baïki les premières rues tracées. Et ces premières rues tracées ont coïncidé dans ma tête avec la séparation des hommes. Dorénavant, les voisins n'étaient plus tellement proches, ils étaient de l'autre côté de la rue. Et puis, aller chez eux commençait à poser des problèmes. On a commencé à entendre des gens dire aux enfants, vous n'allez pas là-bas. Parce que les autres, là, faites attention, il y a peut-être des sorciers parmi eux. Alors qu'avant, quand on était très proches, on mangeait ensemble, on faisait un certain nombre de choses ensemble, on ne se posait pas de questions. Les maisons n'avaient d'ailleurs pas de cellules. Comme on chantait quand on était enfant, c'est comme au Canada, quand une porte n'a pas de clé, c'est qu'il n'y a rien à voler, il n'y avait rien à voler dans ces maisons, donc les maisons n'avaient pas de cellules. Le peuple fonctionnait et vivait en bonne intelligence. Voilà ce que c'était l'Oubangui-Charlie. Et quand je suis arrivé à Bangui pour faire ma 6e, puisque l'unique collège, j'étais le collège unique, j'en suis devenu lycée Barthélemy Boganda, j'ai découvert une ville extrêmement moderne qui m'a épaté. Parce que Bangui la Coquette, ce n'était pas
qu'un nom qu'on avait donné comme ça, c'était réellement une très très belle ville. Avec ses lumières, ses grandes avenues, ses hôtels, ses bars, restaurants, ses expatriés, les voitures, les taxis avec des compteurs. Imaginez un enfant de 12 ans qui arrive de Brousse, qui arrive dans une grande ville, c'est comme si on amenait quelqu'un de je ne sais pas où et qu'on amène à Paris. Il est forcément émerveillé. J'étais émerveillé. Et puis beaucoup plus tard, j'avais commencé à travailler chez Mocaf comme commercial. Ça m'a donné l'occasion de traverser le pays de long en large, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et partout où je suis passé, j'ai découvert un pays merveilleux. Merveilleux. Des gens accueillants. On avait une base de développement. L'agriculture, l'élevage, la pisciculture, partout. Les gens étaient souriants, aimables. Le pays que j'ai connu. Pendant 10 ans, j'ai traversé ce pays. Et jamais un jour, dans ma voiture, j'ai été l'objet d'agression. Il nous arrivait d'avoir des pannes, de dormir en pleine brousse ou de dormir dans les villages. Et chaque fois qu'on se trouvait dans un village, quelqu'un nous offrait l'hospitalité. Le lit, la nourriture, de l'eau pour se laver. Ils ne nous connaissaient pas. Le simple fait de parler sanglot suffisait pour être accueillis. Beaucoup plus tard, quand j'ai repris du travail à la Banque du Crédit Agricole et du Développement, toujours dans le commercial, et qu'on devait installer une agence frontière à Bambari, j'ai refait cette tournée-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir comment la pauvreté avait commencé à miner la population, et petit à petit, les gens se repliaient sur eux-mêmes. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi le phénomène des coupeurs de route s'était installé dans notre pays dans les années 80. Entre 1980 et 1986, je n'étais pas à Bangui, puisque j'étais à l'ambassade à Paris. Mais quand j'étais à Paris, déjà, j'entendais parler des coupeurs de route qui attaquaient les voyageurs, qui prenaient les transports de fortune pour aller rendre visite à leur famille. Vous savez, quand on vit en société, il faut qu'on s'organise. Et dans notre pays, on a longtemps pensé aussi que quand tu manges un fruit, que tu jettes le noyau et que ça pousse tout seul, tout ce qui va se faire dans le pays se fera tout seul aussi. On a donné le sentiment aux gens qu'il y avait une sorte de bon sens qui était réparti également chez tout le monde. Et que si on ne faisait pas des lois, si on n'organisait pas la société allait se développer toute seule. On a pensé ça. On a pensé ça. Et je me souviens que dans les milieux des années 70, il y a une équipe de Jeunes d'Afrique qui est venue faire un public reportage sur la République centrafricaine. Ils se sont étonnés de l'indifférence de la population vis-à-vis de ce qui pouvait être commun. Et je crois que le titre du journal de l'article était « Quand l'indifférence est une vertu ». Ce que le journaliste Willy Duro a traduit en sanglant en disant « Dans 100 cas, Gagnetti Terre ». Les compatriotes ici comprennent bien, parce que ça traduit profondément notre nature, à nous, centrafricains. Et donc aujourd'hui, je vois que l'extérieur, pratiquement, nous a tout imposé. Les aides extérieures, la coopération technique, les projets de développement, les programmes de ci, les programmes de ça. Et à chaque fois, on regardait ces choses-là comme s'ils le faisaient pour eux, mais comme s'ils ne le faisaient pas pour que nous, on en prenne, on se l'approprie et qu'on se développe avec ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'extérieur nous impose? Il nous impose la guerre. C'est l'extérieur qui nous impose la guerre. Parce que le Centrafricain, toute ethnie confondue, n'est pas prêt de se lever, de prendre son fusil pour tuer un autre. Je ne le crois pas et je ne le croirai pas, parce que je connais ce peuple-là. Cette guerre que nous vivons aujourd'hui, ce conflit que nous vivons aujourd'hui, nous est imposé par des intérêts divers. Ceux qui sont passés avant moi l'ont sans doute expliqué. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut passer le temps ici à parler de tous les gouvernements. J'ai été membre du gouvernement. Je connais les limites du travail, les difficultés du travail, mais aussi les limites. Touban aussi y a été. Quand en 1993, on a élu M. Patassé démocratiquement, on espérait que plus jamais ce que nous avons vécu par la suite n'arriverait.
puisque nous avons été acteurs du changement et que nous avons participé au gouvernement, on a essayé de faire en sorte qu'on ne revienne pas en arrière. Ceux qui sont là, les Centrafricains, savent combien il est difficile dans notre pays de dialoguer. Une des choses que nous ne faisons pas chez nous, c'est dialoguer et se débattre comme nous faisons ce soir. À chaque fois, c'est des grandes messes, on appelle les gens, on dit conférence nationale, on dit dialogue inclusif, on dit états généraux de ceci, états généraux de la défense nationale, états généraux de l'éducation, états généraux des finances, états généraux de cela. Et puis quand on a quitté les salles, c'est tout comme si on n'avait rien fait. Ceux qui ont touché les perdières ont touché les perdières. Ceux qui attendent les retombées de ces réunions-là sont laissés pour compte. Rien ne se construit, rien ne se fait. Moi, j'ai travaillé sur le projet de la coopération technique et de renforcement des capacités. Je vous assure qu'en Centrafrique, il y a des cadres. Il y a des cadres formés, mais des cadres qui s'installent aussi dans une forme de dilettantisme tel qu'ils n'apportent rien à leur pays. C'est comme s'ils n'avaient pas de conscience nationale. On a manqué de construire une conscience nationale dans notre pays. On n'a pas de défi à relever. On vit dans une forme de passivité et on a installé, pas seulement au niveau de l'État, mais au niveau des familles, des relations d'assistanat telles que tout le monde est fatigué. Quand il y a un type qui travaille, il travaille pour 50 autres. Et il n'a pas le droit de dire « je n'en peux plus ». La seule solution qu'il a, c'est quitter le pays, s'il a envie de respirer un peu. Mais avec quelle chance de trouver du travail à l'extérieur? C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Voilà. On nous demande de parler de la cohésion nationale. En fait, on nous demande de nous inquiéter si le lendemain ressemblera à aujourd'hui ou sera autre. Si nous aurons la capacité de nous réunir encore pour former un seul peuple. Car ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le problème de l'unité nationale. Et l'unité nationale n'a jamais été mise en cause. Nous avons vécu un peu ethnie à côté des ethnies parce qu'on n'a pas réussi à mettre des passerelles entre les régions. Il n'y a pas d'échange intérieur fourni, il n'y a pas de commerce intérieur développé. Depuis que les réseaux de commerçants portugais ont cessé de fonctionner, les Centrafricains n'ont pas pris la relève. Moi, quand je travaillais chez Mocave, j'allais partout parce que c'est les commerçants portugais qui faisaient de la distribution de boissons gazeuses à l'intérieur du pays. Et ils avaient un réseau dense avec des expatriés qui étaient là en famille. Vous arrivez à Bambari, c'était une ville qui avait un hôtel, il y avait des expatriés, il y avait ce qu'on appelait les vivres frais, des bars, des tabacs journaux. Vous allez à Belberati, vous retrouviez la même chose, vous allez à Bois, vous trouviez la même chose. Ils nous ont laissé tous ces équipements, on n'a pas pu faire la relève. Moi, quand j'étais ministre du Commerce, un jour, les députés m'ont interpellé, m'ont dit « Monsieur le ministre, les prix sont trop hauts, on n'y arrive plus, qu'est-ce que vous faites ?» J'ai dit « Qu'est-ce que je fais ?» Et j'essaie de penser avec vous comment relancer toutes les activités pour que les prix baissent. Parce que ce n'est pas le jeu de la concurrence et de la production qu'on aura les meilleurs prix sur le marché. Moi, je ne peux pas, moi, décider comme ça de vous dire « Demain, vous pouvez acheter ça à tel prix, à tel prix. » Ils ne comprenaient pas. Je leur ai expliqué par mon expérience que j'ai vécue que ce pays avait une base économique qu'on a laissé tomber par la mauvaise gestion, par l'indifférence, par la négligence. Mais je vous dis, quand on a un pays qui a tant de potentialités comme la République centrafricaine et qu'on ne se prend pas à le développer, et ça développe des convoitises. C'est normal que les voisins disent, mais ils ont tout ça, et pourquoi ils ne font rien? Nous, on va aller là-bas prendre. Quitte à aller le prendre par les armes. Si on avait construit nos villes, si on s'était intéressé à améliorer notre condition de vie, si on avait aimé notre pays, en Centrafrique, vous affectez un fonctionnaire quelque part à l'intérieur du pays, il dit que vous l'avez puni. Moi, un jour, quand j'ai affecté un jeune fonctionnaire comme directeur régional du commerce à Bossangoa, il a fait une requête au Premier ministre pour lui dire qu'il n'y allait pas parce qu'il considérait ça comme une sanction. Au nom de quoi je devais le sanctionner? Est-ce que Bossangoa ne fait pas partie de la République centrafricaine? Pourtant, moi, quand je vais à Bossangoa, j'ai le bonheur à être là-bas parce qu'il y a à manger, parce que toutes les conditions sont réunies pour vivre et travailler là-bas. Mais quand on a fait de notre pays, quand on a utilisé les institutions de la République, comme l'ont fait tous les régimes, nous ne sommes pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points, parce que nous sommes tous là, parce que nous sommes victimes
de tout ce qui s'est passé et qui ne s'est pas fait normalement. Parce qu'on a profité de la faiblesse du peuple, on a profité de notre passivité pour imposer un certain nombre de choses, et certains d'entre nous aussi ont cru devoir se rendre complices de ces choses-là en croyant se faire une place en or au soleil. Malheureusement, aujourd'hui, se rendre compte que tout ce qu'ils essayaient de construire, c'est devenu feu de paille parce que personne n'a plus rien. On est tous victimes de ça.